Il y a des crimes qui ne visent pas seulement à tuer, ils visent à effacer. Effacer, ce n'est pas une métaphore, c'est une logique. Et cette logique laisse une empreinte dans l'ordre des choses, dans la façon dont ça se prépare. Jean-Claude Roman, Jonathan Daval, Chris Watts, Xavier Dupont de Ligonnès, 4 affaires. Et le même geste, quand le réel devient impossible, certains essaient de le gommer. Ce qui intéresse ici, ce n'est pas seulement pourquoi, c'est comment. Comment un homme passe d'une vie ordinaire, parfois même banale, à un geste irréversible. Comment l'acte devient, dans sa tête, une sortie. Et surtout, dans quel ordre ça se fabrique. Il existe une mécanique qui revient, avec des variations, mais toujours dans la même chronologie. 5 marches, toujours dans le même ordre. La façade, la chute, l'étau qui se resserre, la solution et l'après. Bienvenue dans Clinique du crime, dernier épisode de la saison L'effacement. Et si vous ne connaissez pas encore ces affaires, elles sont racontées et analysées en détail dans les épisodes de la saison 3. Ici, tout commence avant les titres, avant les dossiers, avant les dates. 4 plans serrés, 4 corps qui se crispent, 4 phrases intérieures. Microscène avant l'acte. Jean-Claude Roman, la façade manque d'air. Un rendez-vous approche, une question simple est attendue. Et soudain, le corps se serre, il n'y a plus d'alibi neuf. À l'intérieur, une phrase. Cette fois-ci, ça va se voir. On passe à Jonathan Daval, l'impasse intérieure. Un quotidien banal, mais dedans ça monte, comme une pression sans issue. La façade tient dehors, et dedans ça craque. Une phrase sèche, je ne peux pas traverser ça. Puis Chris Watts, le futur boucher. Une vie normale sur les photos, et pourtant dans la tête un mur. Demain n'a plus d'air. La phrase intérieure est courte. Je suis coincée. Et enfin, Dupont de Ligonnès, le point final. Une fin se forme. La chute, le verdict, la clôture. Et l'idée n'est pas seulement la honte, c'est l'enfermement. Et une pensée, s'il y a une fin, je suis figée. Ces images ne disent pas tout, mais elles montrent le même point. Quand la façade ne tient plus, la chute commence. Et la chute, ce n'est pas encore l'acte. C'est l'instant où, à l'intérieur, quelque chose lâche. Au départ, ce qui se ressemble chez les 4, c'est la même stratégie. Tenir. Tenir une image, tenir un rôle, tenir une version de soi qui passe. Ce qui est troublant, c'est que cela peut avoir l'air banal. Juste quelqu'un qui se tient, qui serre les dents, qui fait comme il faut. Comme si la forme extérieure servait de tuteur. Comme si, sans ce cadre, tout partait de travers. Dans ces affaires, la façade n'est pas un détail. C'est une fonction. Tenir une cohérence, tenir une place, tenir une identité. 4 façades, même fonction. Chez Roman, par exemple, la façade devient totale. Ce n'est même plus un masque, c'est une identité construite, un monde à maintenir. Chez Jonathan Daval, la façade est proche, sociale, quotidienne. Le bon gars, le bon gendre, l'image lisse dans le cercle intime. Chez Watts, la façade, c'est la normalité lisse. Rien qui dépasse, rien qui alerte, rien à signaler. Chez Dupont de Ligonnès, la façade, c'est un cadre familial comme il faut, une apparence qui tient dehors. Et quand la façade tremble, la peur n'est pas seulement d'être jugé, c'est de ne plus exister de manière stable. C'est là que la chute commence. Sous la façade, il y a souvent la même peur. Être vu dans la chute, être démasqué, être réduit d'un coup à ce qui ne tient plus. Et quand il est question d'échec, il ne s'agit pas d'un petit raté, il s'agit de l'échec du contrôle. Le moment où quelque chose se dit intérieurement, ça va se voir.
Et c'est là que Hans Kohut, psychiatre et psychanalyste, peut aider à comprendre. Kohut s'est intéressé à une question très simple. Qu'est-ce qui fait qu'une personne se tient de l'intérieur? Il appelle ça le self. Le self, ce n'est pas une image sociale, ce n'est pas ce que les autres voient. C'est ce sentiment intime de continuité, le fait de se sentir entier, cohérent, même quand la vie secoue. Chez la plupart d'entre nous, quand il y a un échec, ça fait mal, mais ça ne détruit pas. On peut se dire j'ai raté, j'ai honte, je vais me relever. Le self reste là, abîmé peut-être, mais là. Chez certains profils, Kohut explique que l'échec peut toucher beaucoup plus profond. Il appelle ça la blessure narcissique. Et attention, ce n'est pas l'orgueil froissé, ce n'est pas on m'a vexé, c'est comme si l'échec arrachait la pièce centrale, celle qui tient tout ensemble. Cela se traduit par une fissure de la cohésion du self, c'est-à-dire la continuité interne se fragile, la sensation de tenir ensemble se dégrade. L'échec n'abîme pas seulement l'image, il attaque le sentiment d'exister, comme si le sol intérieur se retirait. À ce moment-là, l'échec ne dit plus j'ai raté, il dit je ne tiens plus. Voilà la chute. Ce n'est pas ça va être compliqué, mais je ne tiens plus. Chez Roman, sa vie est comme un décor de théâtre qui tremble. Il suffit d'une question, d'un rendez-vous, d'un détail, et tout le carton-pâte menace de tomber. Chez Daval, une vie de couple qui grince, des tensions, des disputes, des non-dits, et autour, une façade à tenir. Tout va bien, on gère, rien à signaler. Et il y a ce moment où la façade devient une armure trop petite. Ça craque dedans, mais il faut sourire dehors. Chez Watts, il a deux vies dans la tête. D'un côté la maison, la routine, le rôle de père, de l'autre une vie rêvée, légère, neuve. Une femme, un départ, ça recommence. Et entre les deux, une porte qui ne s'ouvre pas d'issue propre, pas de marche arrière. Et chez Dupont de Ligonnès, il est acculé par les dettes, par la pression, la honte et une fatigue noire. Il n'y a pas seulement la peur d'être jugé, il y a une idée qui s'installe. On va s'effondrer tous ensemble. Et dans cette idée, la famille n'est plus un refuge. Elle devient ce qu'il faudrait protéger du désastre. Et quand la chute est vécue comme ça, une obsession arrive que ça ne se voit pas. À cet endroit, trois éléments se combinent souvent. D'abord, une fragilité du sentiment de soi. Si la façade tombe, mon moi tombe avec. Ensuite, une urgence. Le temps psychique se contracte. Il n'y a plus on verra, il n'y a plus demain, il y a maintenant. Et enfin, un rétrécissement de l'autre. Dans l'urgence, l'autre n'est plus un sujet complet. Il devient une contrainte, un témoin, un obstacle. Quelque chose qui empêche la façade de tenir. C'est là que la logique d'effacement devient possible, parce que tout est absorbé par une seule obsession, ne pas être détruit par la chute. Avant l'effacement par l'acte, il y a souvent une tentative d'effacement par le récit. Mettre une histoire à la place du réel, garder une version tenable. Le récit sert à tenir, à calmer ce qui déborde, à maintenir la façade. Tant que le récit fonctionne, la chute reste à distance. Tant qu'il existe une version, il existe une marge. Et puis vient le moment où il n'y a plus de marge. Chez Roman, le récit, ce n'est pas un mensonge ponctuel, c'est un emploi du temps, des trajets, des attentes dans une voiture, des journées entières quelque part, une vie racontée à la minute près pour éviter la question simple: où étais-tu vraiment? La béquille, c'est tenir la fiction par l'organisation. Tant que le récit est précis, il y a de l'air. Et puis vient le moment où il faut une preuve, un contrôle, une confirmation. Là, le récit ne suffit plus. Il n'y a plus de marge. Chez Daval,
Le récit sert à maintenir l'image du couple et l'image de soi. Quand ça craque dans l'intime, le récit normalisant sert de couvercle. Ça va, on gère, rien de grave. La béquille, c'est tenir le personnage dans le regard des proches. Tant que les autres regardent ailleurs, il reste une marge. Et puis vient le moment où quelque chose exige d'être nommé, expliqué, affronté dans le couple, dans le quotidien. Là, la façade ne tient plus par les mots. Il n'y a plus de marge. Chez Watts, le récit est une double vie intérieure. D'un côté, le père normal, le mari normal, de l'autre, la projection d'un futur neuf. Le récit sert à faire cohabiter l'incompatible en attendant. La béquille, c'est se raconter qu'il y aura une sortie propre. Tant que cette sortie semble possible, il y a une marge, ça va se régler. Et puis vient le moment où la réalité se rappelle. Responsabilité, famille, conséquences. Le futur rêvé se heurte au mur du réel. Il n'y a plus de marge. Chez Dupont de Ligonnès, le récit est souvent une tentative de tenir sous pression, donner une forme à la chute financière, à la honte, à l'épuisement, trouver des mots qui rendent la situation supportable. Ça va passer, on va s'en sortir, il y a une solution. La béquille, c'est repousser l'effondrement par une histoire qui tient encore. Tant que cette histoire tient, il y a de l'air. Et puis vient le moment où la dépression et les taux financiers rendent l'avenir impensable, où la peur devient « ils vont tomber avec moi ». Le récit ne protège plus, il craque, il n'y a plus de marge. Le moment plus de sortie, c'est quand la pensée se met en tunnel, le monde rétrécit, le temps se contracte. Il n'est plus question de discuter, attendre, réparer. On est dans l'immédiateté et une seule obsession, empêcher la chute d'exister. Parfois, ça se ferme lentement, les marges disparaissent, la pression monte, le réel se rapproche. Et parfois, c'est fulgurant, une situation bascule en quelques minutes et la pensée se met en mode urgence. Chez Daval, juste avant, ça peut ressembler à ça. Une dispute, un échange qui dérape, quelque chose casse d'un coup, le contrôle, la limite, la capacité à rester dans les mots. La tension monte vite, trop fort, le corps part avant la pensée. Pensée brève, stop maintenant. Voilà une impasse éclair, le corps agit et la pensée n'a plus de marge. Il n'y a plus on va réfléchir, il y a là, tout de suite, il faut que ça s'arrête, il faut que ça disparaisse. Et au centre, une seule obsession, que la chute n'existe pas, qu'elle ne se voit pas. Et dans cet état, l'autre change de statut. Il n'est plus une personne entière, il devient ce qui menace, ce qui peut faire tomber. C'est là que l'idée suivante devient possible, la promesse d'une sortie immédiate, la solution. À ce stade, la tête ne cherche plus à comprendre, elle cherche à respirer tout de suite. Et cette issue prend souvent la forme d'une phrase, courte, brute. Si j'efface, tout redevient possible. Ce qui rend cette phrase dangereuse, c'est sa simplicité. Elle ne discute pas, elle ne répare pas, elle coupe. Et l'effacement ici, ce n'est pas une idée abstraite, c'est du concret. Une preuve, une parole, un regard, un obstacle, parfois une scène entière. Pour Jean-Claude Roman, effacer sert à sauver la fiction au moment où elle s'écroule. Pour Jonathan Daval, effacer sert à étouffer la scène intime avant qu'elle n'explose au grand jour. Pour Chris Watts, effacer sert à ouvrir un futur fantasmé, comme si le présent devait disparaître pour que la nouvelle vie commence. Et enfin, pour Xavier Dupont de Ligonnès, effacer sert à arrêter la chute, dans une logique tordue de protection face à l'effondrement. 4 logiques, un même geste et un même mensonge intérieur, ça va régler le réel. En regardant ces 4 histoires, quelque chose apparaît, 2 miroirs, 2 paires qui se répondent, comme si la mécanique se reflétait, mais avec des fins différentes. Dans le premier miroir, ce qui se joue, c'est la clôture, d'un côté une histoire qui se referme, de l'autre, une histoire laissée ouverte par l'absence. Dans le second miroir, ce qui se joue, c'est l'objectif. D'un côté, sauver une scène, une image, une place,
De l'autre, ouvrir un futur, repartir à zéro. Miroir 1, Jean-Claude Roman, Xavier Dupont de Ligonnès. Dans ce premier miroir, il y a un point commun très net, la peur d'être démasqué. Chez l'un, le subterfuge est une identité entière, une vie inventée tenue au quotidien. Et le danger, c'est le détail concret qui arrive, la preuve à donner, la trace à produire, le moment où quelqu'un va dire «Ok, montre». Chez l'autre, le subterfuge n'est pas la même fiction mais la même logique. Tenir une version supportable, tenir un rôle, tenir une façade familiale, malgré les taux, malgré la chute. Et là aussi, le danger, c'est l'instant où tout va être vu. Les proches comprennent, les questions s'alignent, la version ne tient plus. Dans les deux cas, ce n'est pas juste la honte, c'est l'idée, quand ça se voit, tout s'effondre. Et c'est là que leurs fins divergent. Dans une histoire, le réel finit par refermer la scène, c'est le cas de Jean-Claude Roman, et dans l'autre, l'absence laisse la scène ouverte pour Xavier Dupont de Ligonnès. Miroir 2, Chris Watts et Jonathan Daval. Dans ce second miroir, l'effacement n'a pas le même but. D'un côté, effacer sert à dégager la route. Il y a une nouvelle vie fantasmée avec la maîtresse, et tout ce qui appartient à l'ancienne vie devient dans la tête rétrécie un obstacle. Effacer ici, c'est imaginer un futur propre, en supprimant le présent. C'est le cas de Chris Watts. De l'autre côté, avec Jonathan Daval, effacer sert à rester et à rester aimé, à sauver une place dans une famille, à continuer d'être regardé comme le bon gendre, et même plus, le fils, celui qui dit maman, celui qui appartient. Et dans cette logique-là, Alexia Daval devient le problème à effacer. Non pas une personne, plus un sujet, mais ce qui menace la scène, ce qui menace la place. Après l'acte, il ne reste pas seulement des faits, il reste une scène. Et cette scène, il faut encore la tenir. Parce que l'acte n'efface jamais tout. Il laisse des traces, des questions, des regards. Alors le récit commence. Le récit sert à trois choses très concrètes. D'abord se protéger, mettre une distance avec ce qui vient d'être fait, se fabriquer une anesthésie, ne pas être traversé de plein fouet. Ensuite, organiser, construire une version qui tient debout, même fragile, une version qui donne une forme, une version qui évite le chaos total. Et enfin, contrôler, influencer ce que les autres vont croire, retenir, répéter, garder la main sur la phrase finale. Et selon les histoires, ce récit prend des visages différents. Chez Roman, le récit ne commence pas après. Il existe déjà des années de fiction tenues au quotidien au millimètre. Et quand tout menace d'être vu, le récit prend une dernière forme, une fin mise en scène, le feu et la tentative de suicide. Comme si brûler la maison, c'était brûler la preuve. Comme si mourir, c'était empêcher la phrase finale. Il n'était personne. Chez Jonathan Daval, le récit, c'est jouer le veuf éploré, raconter la tristesse, habiter la douleur devant tout le monde. Et puis après l'arrestation, le récit se fragmente. Des versions qui changent, qui se contredisent, parfois rocambolesques. Comme si la version devait continuer à sauver quelque chose, coûte que coûte. Chez Chris Watts, le récit est «Elles sont parties. Je les attends, elles vont revenir». Et en parallèle, le quotidien continue comme si de rien n'était, jusqu'au message envoyé à la maîtresse toute la journée. Deux scènes en même temps, celle qui montre et celle qui vit déjà ailleurs. Et chez Xavier Dupont de Ligonnès, le récit, c'est une ouverture, un mystère. Parti, mort, exfiltré, l'absence devient une version en soi. Et tant qu'il n'y a pas de fin, l'histoire reste suspendue. C'est encore une manière de tenter de reprendre la main sur le réel. Tout ce qui vient après l'acte, la version, la mise en scène, le récit, existe à cause d'un juge qui ne dort jamais, le regard. Le regard des proches, le regard des enquêteurs, le regard de la société. Ce regard ne dit pas seulement qu'est-ce qui s'est passé, il dit voilà qui tu es. Et c'est ça souvent qui est intolérable chez eux, être fixé,
être réduit à une seule phrase, être enfermé dans une identité finale. Alors le récit sert à ça aussi, retarder la sentence, déplacer la phrase, tordre l'image. Et quand le regard devient insupportable, il ne reste plus comment réparer, il reste comment disparaître ou comment faire disparaître. Et pendant que le regard cherche une fin, il faut revenir à l'essentiel. 4 histoires, 4 hommes, et au bout, 14 victimes. 5 d'un côté, 5 de l'autre, une femme et 3 vies dans une maison. 14 personnes, des prénoms, des corps, des places dans des familles et des absences qui ne se recollent pas. Les rappeler, les remettre au centre, c'est refuser la deuxième disparition, celle par le récit. Merci d'avoir écouté Clinique du crime. Après l'effacement, la suite remonte à la source. Contrôle, emprise, fabrication d'une scène. Parce que certains crimes ne commencent pas par un acte, ils commencent parfois par une prise de pouvoir. Vous venez d'écouter Clinique du crime, le dernier épisode de la série L'effacement. Si cet épisode vous a intéressé, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez que cet épisode peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. À très bientôt dans Clinique du crime.